C, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitellers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Maillard, spécialiste en communication chez Skyguide, qui va nous partager ses astuces pour l'élaboration d'un concept de communication efficace. Un bon exemple du C de communication. C'est là que je dois trouver une introduction authentique et pas trop bizarre pour dire bonjour au début du podcast. Donc bonjour Michael. Salut Ophélie. Donc maintenant que l'introduction bizarre est faite, on va pouvoir gentiment entrer dans le sujet. Quelles études t'ont permis de travailler en communication ? J'ai fait mes études à la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. J'ai fait concrètement un bachelor en communication multilingue et un master en traduction spécialisée, avec une spécialisation en traduction économique et financière. Pourquoi j'ai fait ces études ? Simplement à la fin de mes études secondaires, au moment de faire le choix académique, j'avais pas envie de me limiter à un seul domaine. Donc j'avais pas envie de faire uniquement du droit, de la finance, du sport, biologie, etc. Donc j'ai choisi la traduction parce que non seulement j'avais beaucoup de facilité avec les langues, mais en plus on peut traduire et communiquer dans à peu près tous les domaines. Et ça se retrouve d'ailleurs dans les spécialisations que j'ai choisies à la faculté de traduction, parce que j'ai d'abord commencé avec traduction financière et économique, et ensuite j'ai voulu compléter et élargir un peu, et j'ai continué avec la traduction scientifique et technique, et j'ai ajouté aussi la traduction juridique. Donc vraiment j'avais une préférence pour cette variété, et aussi en particulier pour la variété des cours de spécialité, entre guillemets. Donc il y a peu de facs où j'aurais pu m'amuser à faire des cours de microéconomie, macroéconomie, finance, droit, sciences, langue, informatique, web, etc. Tout dans la même faculté. J'ai pas choisi les spécialités littéraires par contre, je suis pas fan de lecture et de littérature pour être honnête. Mais c'est cette variété des domaines et des sujets que j'ai particulièrement apprécié dans mes études. Mais aussi, vu que c'est de la traduction, j'ai beaucoup apprécié l'environnement international, les cultures étrangères qui sont de toute façon liées aux langues, l'ouverture d'esprit des étudiants et des enseignants, et aussi le côté professionnalisant, pas trop théorique justement, donc c'est-à-dire qu'à la sortie du master, on a un métier, on est traducteur. Et donc justement, tu as fait la faculté de traduction et d'interprétation. Comme tu l'as dit, à la fin de cette faculté, on a un métier, on est censé devenir traducteur. Mais toi, comment es-tu passé de la traduction à la communication ? En fait, je me suis rendu compte pendant mes études que j'avais pas envie d'être traducteur. Malgré tout le respect que j'ai pour cette profession magnifique, j'avais envie de plus d'interaction sociale, de visibilité, j'avais pas envie d'agir uniquement dans les coulisses, j'avais envie de plus d'esprit d'équipe, j'avais envie d'influencer, d'avoir un impact, d'aller aussi vers un esprit qui était un peu plus business et commercial. Du coup, j'ai exploré deux options. La première, c'était de devenir traducteur indépendant. Du coup, j'ai écrit mon mémoire de master sur comment devenir traducteur indépendant en Suisse, dans l'idée ensuite de créer une agence, d'engager des traducteurs et traductrices pour ensuite sortir de la traduction et gérer le côté commercial de l'agence. Ça, c'était l'option 1. L'option 2, c'était simplement de commencer une carrière en communication. Et donc j'ai essayé ces deux options en parallèle, et c'est la deuxième, donc devenir spécialiste en communication qui s'est réalisé avec un job chez Skyguide. Et du coup, c'est assez drôle parce que j'ai, comme tu as dit, pas un profil purement communication, entre guillemets, mais c'est ça qui est sympa aussi dans ce domaine, c'est qu'il n'y a pas un profil type communication. Moi, je travaille ou j'ai travaillé avec des gens qui ont des formations en management, marketing, lettres, communication, audiovisuel, langue étrangère, traduction, etc. Donc c'est très varié. Donc comme tu viens de le dire, tu travailles chez Skyguide. Quelles sont tes responsabilités aujourd'hui ? Donc pour donner un peu de contexte, j'ai rejoint Skyguide en 2016. En deux mots, Skyguide, c'est les services suisses de la navigation aérienne. Donc c'est l'entreprise qui est en charge de la gestion du trafic aérien et de l'espace aérien en Suisse. C'est mon premier employeur et j'y suis toujours avec autant de plaisir et de passion. C'est une organisation qui est assez extraordinaire dans un domaine qui est passionnant, avec des gens qui sont fantastiques, hyper compétents et surtout très humains. J'ai commencé là-bas comme stagiaire en communication. Aujourd'hui, je suis senior, donc j'ai des responsabilités qui ont beaucoup changé, beaucoup évolué dans le temps. Et c'est justement cette variété que je cherche. Je suis passé par la communication interne pour différents projets, je suis passé par le sponsoring, la communication digitale, donc le web, les réseaux sociaux, la communication de crise, j'ai aussi pu faire un peu d'événementiel, pour enfin me fixer sur le brand management.
avec la modernisation et le lancement de notre nouvelle image de marque, et dans la stratégie de communication aussi pour un projet d'innovation en particulier qui s'appelle le Centre Virtuel. Skyguide, c'est vraiment une entreprise qui m'a ouvert et qui continue de m'ouvrir les portes. C'est une entreprise qui fait confiance aux gens, qui leur donne le pouvoir de décision. C'est vraiment une co-création. Si on veut, la direction, le management, ils définissent la vision, l'orientation, le cadre, mais comment y aller et comment la réaliser, c'est aux gens de le décider. Et du coup, dans cet environnement, je décide comment je veux faire mon job. Et je peux expérimenter et apprendre de mes tests. Et c'est justement une liberté et une marge de manœuvre qui a pas de prix à mes yeux et qui donne envie de se lever le matin. Et c'est aussi ça que j'aime dans la communication. Donc tu as expliqué que tu es passé de stagiaire à senior. Je crois que ça fait 5-6 ans que tu es chez Skyguide, c'est ça? C'est ça. Avec le recul et l'expérience, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans le domaine de la communication? Alors, ce qui me plaît en particulier dans la communication, c'est la variété des responsabilités et des domaines. Donc, c'est aussi déjà ce que je recherchais quand j'ai fait mon choix à l'université. Aussi, le dynamisme. La communication, c'est un monde qui va vite. Ça bouge vite, ça évolue vite, il faut se tenir au courant et ça travaille aussi de manière dynamique en équipe. La deuxième chose qui me plaît beaucoup, c'est aussi peut-être en partie lié à Skyguide, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est inhérent à la communication, c'est l'autonomie et la liberté d'entreprendre dans mon travail. Donc je me lève le matin, je décide ce que je fais, je décide quand je le fais et je décide comment je le fais. Sinon, il y a aussi le côté stratégique, le fait d'avoir un impact qui me plaît beaucoup avec la communication. C'est plaisant en fait de voir à quel point une stratégie de communication solide et bien ciblée a un impact et une influence sur les gens et sur une entreprise. Le dernier point qui est probablement un peu indépendant de la communication, c'est d'évoluer dans le monde de l'aviation. C'est une industrie qui est nouvelle pour moi depuis quelques années. C'est un domaine qui est passionnant parce qu'il est à la fois technique, politique, stratégique, business. C'est un environnement d'experts, beaucoup de gens passionnés. Et comme la traduction, c'est un domaine qui connecte les cultures, qui connecte les gens et qui permet aussi d'avoir cette ouverture sur le monde. Donc tu as mentionné que l'un des aspects qui te plaisait dans la communication, c'était le fait d'avoir un impact. Comment définirais-tu le rôle de la communication au sein d'une entreprise? Donc comme je l'ai dit avant, c'est un rôle stratégique. Et là, je vais casser un mythe. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la communication, c'est pas juste rédiger des textes sympas, designer des jolis flyers et shooter des vidéos marrantes pour les réseaux sociaux. C'est surtout stratégique. C'est stratégique dans le sens que une stratégie de communication, elle découle de la stratégie d'entreprise ou de la stratégie d'un projet, si on regarde une échelle plus petite. Cette stratégie de communication, elle définit comment la communication, le rôle de la communication contribue à la réussite d'un projet ou à la réussite d'une stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que ça détermine quoi dire, à qui, quand, comment, à travers quel canal pour atteindre des objectifs qui sont bien définis. Et ce, à tous les niveaux. Donc ça peut être pour un projet, ça peut être pour une cause, ça peut être pour une personne, pour une marque, pour une entreprise, pour un parti, pour une association, et il y a encore beaucoup d'autres exemples. Et en faisant ça, la communication, elle participe à façonner en quelque sorte la compréhension ou la vision que les gens ont d'un projet, d'une cause, d'une personne, d'une initiative, d'une marque, d'une entreprise, etc. Et la communication, du coup, elle contribue dans ce cadre-là à informer les gens, à favoriser la compréhension, à accompagner les gens, à aligner les attentes, à combler les écarts, à créer une histoire, une culture commune, un sentiment d'appartenance. Elle encourage à la collaboration aussi dans une entreprise. Donc tout ça, ça passe aussi par des domaines qui sont très variés. En communication, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être du branding, ça peut être de la communication interne, ça peut être les relations médias, les relations publiques, les relations internationales. Ça peut être aussi la communication digitale, la communication de crise, la stratégie de communication, qui est aussi le sujet justement de ce podcast, la gestion du changement aussi. Et il y a surtout encore un élément supplémentaire que je vois aussi dans le rôle de la communication, c'est que c'est une activité qui est transversale. Donc c'est vraiment une collaboration qui va au-delà de juste les limites d'un département. Comme tu l'as dit, la communication, elle englobe beaucoup de choses et en plus de ça, elle est transversale. Quel est selon toi le plus grand défi de la communication d'entreprise aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Un des premiers défis que je vois, c'est faire comprendre aux gens que la communication justement peut être stratégique.
et que ça ne joue pas uniquement un rôle de soutien. Ce n'est pas juste une fonction de support. Justement, contrairement à cette croyance populaire que j'ai essayé de casser tout à l'heure. Il y a aussi autre chose, c'est faire la distinction entre communication entre guillemets corporate, qui est relativement générale, structurée, façonnée, qui est officielle et formelle parce qu'elle s'adresse à tout le monde dans une entreprise. Ça doit être un message commun, une histoire commune, par opposition à la communication dans un rôle de leadership, qui est beaucoup plus ciblé, qui doit être adapté aux attentes et aux intérêts des individus, qui n'est pas forcément géré par une équipe de communication d'entreprise centralisée, si on veut, mais par les gens directement. Et c'est quelque chose qui s'inscrit, si on veut, dans une démarche de management situationnel. Donc, c'est cette distinction entre communication d'entreprise, communication corporate et communication de leadership, qui est une distinction qui n'est pas évidente à faire et à faire comprendre dans une entreprise. Donc la mobilisation et la responsabilisation des leaders dans une entreprise, c'est aussi un challenge de communication. C'est-à-dire qu'il faut faire prendre conscience que la communication, ce n'est pas uniquement de la communication corporate, ce n'est pas uniquement une communication d'entreprise, c'est le rôle d'une ou d'un leader, le rôle d'une ou d'un manager de communiquer avec les gens, de communiquer avec son équipe, avec ses collègues, d'informer, d'aborder les questions, de gérer les incertitudes, de combler les incompréhensions, d'accompagner de manière proactive à travers la communication. Que ce soit en réunion formelle ou même à la machine à café dans les couloirs. Avant, tu nous as parlé de tes responsabilités. Est-ce qu'il y a un gros projet de communication sur lequel tu travailles aujourd'hui? Aujourd'hui, une de mes responsabilités principales, c'est la stratégie de communication pour le centre virtuel de SkyGuide, qui est en fait le programme d'innovation et de transformation opérationnelle et technologique qui est au centre de la stratégie de l'entreprise. En 2 mots, le centre virtuel, de manière très simplifiée et très raccourcie, vise à harmoniser et optimiser la gestion du trafic aérien et l'espace aérien, et aussi à moderniser l'infrastructure technologique sous-jacente, de manière à pouvoir gérer n'importe quelle partie de l'espace aérien suisse, depuis les centres de contrôle physique de Genève et Zurich, sans distinction, indépendamment de la localisation géographique, comme si on n'avait qu'un seul centre de contrôle virtuel. Et qu'as-tu mis en place pour communiquer de manière efficace sur un projet en fait qui est aussi complexe? Donc justement, une stratégie de communication et un plan de communication. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs du programme du centre virtuel, on a défini la stratégie de communication, le plan de communication et l'implémentation de ce plan. C'est-à-dire que le concept, la stratégie, elle se compose en gros d'objectifs qui sont définis en fonction de besoins. Donc pourquoi on a besoin de communication dans un programme de transformation comme le centre virtuel, des objectifs internes et externes. Des groupes cibles ensuite, donc d'où viennent ces besoins, à qui on s'adresse pour répondre à ces besoins et remplir les objectifs. Ensuite aussi les canaux de communication, donc quels sont les bons outils, les bons canaux pour atteindre ces groupes de manière efficace et ciblée. Ensuite on a des mesures, un plan de mesures et d'action, donc quelles mesures, quelle action on peut mettre en place pour alimenter ces canaux de communication. Et un de ces outils qui est essentiel, c'est du messaging. Donc ça définit quel message il faut faire passer. Quels messages vont répondre aux besoins et aux attentes des groupes cibles, des gens qui ont été identifiés. Ensuite, un plan de communication, donc pour déterminer quand réaliser quelle action. Définir quoi dire, à qui, quand, comment, à travers quel canal pour atteindre les objectifs qu'on a définis. Et enfin, la dernière partie, c'est toujours aussi l'analyse de la performance. Donc lorsqu'on a déployé les actions et qu'on applique le plan, il faut mesurer ces actions et s'assurer qu'elles ont l'impact recherché. Vérifier si la qualité est bonne, si elle répond aux besoins et aux objectifs, pour pouvoir ensuite affiner en fait. Et as-tu un exemple concret pour illustrer ces éléments clés ou un exemple d'action que tu as mise en place? Alors on peut prendre un besoin en communication interne, par exemple. Il s'agit en l'occurrence ici d'accompagner les gens dans l'entreprise tout au long du processus de transformation, les informer, s'assurer qu'elles ou ils comprennent de quoi il s'agit, pourquoi on le fait, ce que ça signifie pour leur quotidien, etc. Et quelques exemples d'objectifs et de mesures qu'on peut mettre en place. Déjà, une première chose, c'est aider les gens qui drivent cette transformation à communiquer, les équiper avec les bons moyens de communication pour qu'elles ou ils puissent accompagner leurs collègues, donc les informer de manière proactive, les aider à comprendre, répondre aux questions, gérer les incertitudes, éviter les incompréhensions. Et ça demande en termes de communication de créer les bons canaux de communication qui vont effectivement atteindre les gens impactés par cette transformation, en sachant que chacune et chacun a ses habitudes,
Chacune et chacun a ses modes d'interaction, ses contraintes, ses spécificités, ses préférences, ses attentes, aussi son environnement professionnel qui est propre. Donc il faut adapter les méthodes de communication. Et idem pour le contenu et pour la tonalité. Ce qui intéresse un dentiste, par exemple, n'intéresse pas forcément un cordonnier, si je veux caricaturer un peu. Et comment fais-tu initialement pour définir tes différents groupes cibles? Il y a sûrement énormément de théories et de méthodes connues et partagées. Faire des sondages, benchmarking, analyse de données statistiques sur les plateformes digitales, etc. Ma préférence personnelle, elle n'est pas forcément hyper académique, c'est simplement observer sur le terrain. Donc sortir de son bureau, aller à la rencontre des gens, dans leur environnement, être ouvert d'esprit, curieux, essayer d'être à l'écoute, surtout une écoute active, pour essayer vraiment de comprendre leurs besoins, leurs habitudes et leurs préférences. Et la chance, disons, que j'ai avec ça chez Skyguide, c'est que déjà c'est un environnement qui est défini, qui est restreint, donc une entreprise. C'est un monde aussi, une entreprise où il y a une culture qui est assez ouverte, les gens sont faciles d'accès, c'est une culture de la transparence, les gens partagent volontiers leurs connaissances, donc c'est vraiment la porte qui est ouverte. Les gens aiment et sont encouragés en fait à donner leur point de vue et à expliquer leur travail au quotidien. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ces observations, on peut regrouper en fait ces observations et ces personnes selon différents critères. Il y en a plein qui sont possibles. Ensuite, c'est à toi de choisir ce qui a du sens vis-à-vis de tes objectifs et du contexte. Ça peut être selon un système de valeurs, la démographie, les compétences, le centre d'intérêt, le rôle, l'environnement de travail, etc. Il y en a énormément de critères possibles. Aujourd'hui, on aime aussi appeler ça des personas, donc modéliser et donner vie à un personnage fictif qui symbolise en fait ce groupe d'individus similaires avec leurs caractéristiques. Après, peu importe la terminologie qu'on utilise. Pour donner un exemple concret, à un niveau très global, une distinction qu'on a faite chez nous, c'est entre wired et non-wired employees. Wired, j'entends par là connecté, donc qui travaille sur un laptop d'entreprise standard et qui accède au quotidien. Si on va un peu plus dans le détail, ça peut être un comptable, ça peut être un employé de la communication qui est même un utilisateur extrême, ça peut être des équipes administratives, en gros un employé de bureau. Et les non-wired, c'est l'inverse. Un exemple chez nous, c'est typiquement les contrôleurs et contrôleuses aériens, qui sont dans la tour de contrôle, dans le centre de contrôle, dans les aérodromes régionaux, dans le militaire aussi. Donc, de manière extrêmement simplifiée, ils travaillent en shift sur un écran radar, donc pas sur un laptop d'entreprise comme n'importe quel employé de bureau. Donc on ne va pas pouvoir les atteindre efficacement avec les mêmes moyens, ni avec les mêmes canaux, ni avec les mêmes contenus. C'est extrêmement intéressant cet aspect que tu apportes parce qu'en fait, effectivement, il y a énormément d'entreprises qui font face à ce défi. Comment communiquer avec ces personnes qui n'ont pas forcément accès à un laptop au quotidien dans leurs tâches? Est-ce que tu as un exemple d'une mesure que vous avez pu mettre en place chez Skyguide? C'est une très bonne question que tu poses, et elle est très importante, d'autant plus que souvent ces gens qui sont plus difficiles à atteindre avec des canaux de communication traditionnels, on va dire, c'est souvent des gens qui sont dans le cœur de métier, donc qui sont essentiels pour l'entreprise. Donc si on prend dans notre cas, on continue avec l'exemple des contrôleurs aériens, ce qu'on a fait, déjà une première chose, c'est on a fait circuler un sondage dans le centre de contrôle, pour comprendre déjà où ils se situent par rapport à ce programme de transformation, et comprendre directement de leur point de vue quelles sont les préférences de communication, comment on va effectivement pouvoir les atteindre et avec quel type de communication. Et en plus de ça, donc en parallèle du sondage, on a aussi mené différentes discussions, des interviews, des meetings avec des gens qui sont des représentants en fait de ce groupe, pour vraiment avoir une bonne compréhension et être à l'écoute des besoins. Ce qui en est ressorti, c'est qu'il n'y a pas une seule solution de communication, mais qu'il y a une grande variété. Et donc on ne peut pas avoir une seule solution qui fonctionne pour toutes les situations. Donc ce qui est dans ce cas-là le plus ressorti, c'était un besoin de communication directe, face à face, interactive, avec leurs collègues directs, avec leurs managers. Le deuxième point qui était aussi ressorti, c'était la communication par email, parce que, alors, même s'ils n'ont pas forcément accès à un laptop d'entreprise, ils ont accès aussi à leurs emails. Ils ne vont pas forcément aller sur l'intranet tout le temps comme un employé de la communication. Donc ce qu'on est en train de développer comme canaux de communication, entre autres, déjà c'est une newsletter, simplement. Une newsletter par email. Et en parallèle de ça, on a surtout identifié toute une série de formats interactifs, entre guillemets, des face-to-face, qui peuvent être soit institutionnalisés, comme des réunions de conduite,
des workshops thématiques ou des formations internes, et d'autres formats qui sont un peu plus informels, comme des brown bag meetings ou simplement un café. Un outil aussi, une mesure qu'on peut faire pour accompagner les gens qui travaillent dans ce cadre, c'est équiper et coacher ceux et celles qui drivent cette transformation, peu importe le niveau hiérarchique, que ce soit donc avec du matériel et aussi les connaissances pour faire passer les bons messages de la bonne manière et aborder les bons sujets au bon moment. C'est là aussi que de temps en temps, le petit soutien visuel avec le flyer peut quand même être utile, même si ce n'est pas la majorité du job de communication. Et pourquoi est-il si important que ces personnes clés, en fait, diffusent le bon message? C'est pas juste une question de diffuser le bon message, c'est-à-dire qu'on ne veut pas les utiliser comme canaux de communication, c'est pas ça. En fait, c'est juste que c'est des gens qui sont dans le cœur de métier. Donc, si eux ne comprennent pas où va l'entreprise, et si ces gens-là n'adhèrent pas à l'évolution de l'entreprise et à l'évolution de leur job, bah, ça ne peut pas fonctionner. On peut avoir le meilleur produit du monde et le meilleur concept du monde, si personne n'a envie de l'utiliser, ça ne va pas être très utile. Donc c'est essentiel que ces gens-là soient au courant et surtout qu'ils comprennent et qu'ils y trouvent leur compte. Donc qu'ils arrivent à extraire d'un projet de cette envergure ce que ça veut dire pour eux. Donc c'est vraiment une question d'être à l'écoute, d'identifier leurs besoins, d'identifier leurs questions, leurs potentielles incertitudes, pour qu'ils puissent se projeter en fait, et qu'ils puissent vraiment co-créer en fait ce que ce nouvel environnement doit être et ce que ça veut dire dans leur quotidien. C'est pas de la propagande top-down de la communication. C'est le rôle dans ce cas-là de la communication et aussi des gens qui doivent communiquer, donc pas forcément que de l'équipe de communication, mais aussi des managers et des leaders, c'est d'aller à l'écoute de leurs collègues, comprendre les besoins et être capable d'y répondre. Et être capable de les aider à s'identifier avec ça et à se projeter. Et dans cet environnement de co-création, comment évaluer au final la qualité d'un concept de communication? Alors de nouveau, on en arrive au sujet que j'ai évoqué avant, l'analyse de la performance. Et cette analyse de la performance, elle peut être à la fois quantitative et qualitative. La plupart du temps, c'est une combinaison des deux. Ça peut être soit une analyse statistique sur les plateformes digitales, imaginons qu'on ait un intranet, on peut aller mesurer les statistiques sur les visites sur une news qu'on a publiée, les statistiques, les analytiques derrière une vidéo, tout ça on peut le traquer. Ensuite, ça peut être aussi des sondages, comme on l'a fait dans ce cadre-là, pour prendre le pouls. Ça peut être des sondages de satisfaction, et ça doit être régulier et répété pour voir sur le long terme, au travers des années, comment cette satisfaction ou cette compréhension évolue. Et si les mesures ont effectivement permis d'améliorer cette compréhension ou pas. Pour continuer sur le côté un peu qualitatif, il y a aussi des échanges formels ou informels, réguliers avec des représentants du staff et avec nos collègues directement. Comme je l'ai dit avant, un des meilleurs moyens, c'est de sortir de son bureau et d'aller parler aux gens. Bon, je pense que tu l'as largement évoqué tout au long de cette interview, mais une fois encore, qui doit être inclus dans la réalisation de ce concept de communication? Alors c'est vraiment un concept à 360 degrés, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est top-down, bottom-up, peer-to-peer. Donc ça se passe à tous les niveaux hiérarchiques, c'est ça que je veux dire. Ça ne doit pas être une communication qui vient uniquement de la direction, du top management, et qui est ensuite largement déployée et imposée à toutes et tous. Si on veut que ce soit convaincant et que les gens s'approprient un sujet et y trouvent leur compte, la communication doit se passer à tous les niveaux de l'entreprise. Il faut être à l'écoute des gens pour comprendre les besoins, comprendre les interrogations. Les gens doivent pouvoir s'approprier le message, trouver ce qui leur parle et les partager à leurs pairs. Et les gens entre eux se connaissent mieux, les gens entre eux connaissent les attentes de leurs collègues mieux qu'une équipe corporate centralisée. C'est pour ça que c'est important aussi que les leaders et les managers jouent leur rôle de communication aussi. Si on prend un exemple fictif, imaginons qu'un tout nouvel outil de création de site web vient de sortir, et puis il y a un super life coach qui est super populaire sur les réseaux sociaux, qui vient me dire que c'est la meilleure plateforme de tous les temps et que ça va révolutionner mon job en communication. Je vais lui dire, ouais, peut-être qu'il a raison, mais est-ce que je vais le trouver crédible? C'est pas sûr. Parce que c'est pas mon collègue, parce que c'est pas un expert en communication, donc il n'est pas forcément crédible à mes yeux.
ce sera bien plus crédible si mon ou ma collègue spécialiste en communication que je côtoie tous les jours et qui a déjà testé l'outil vient me montrer de manière tangible en quoi c'est top et en quoi ça améliore mon job. Donc, en gros, il faut vraiment impliquer et mobiliser un max de parties prenantes à l'interne, à l'externe, à tous les niveaux hiérarchiques. Pour terminer ce podcast, quelles sont tes recommandations ou conseils en gestion de communication d'entreprise? Un premier aspect, c'est la transversalité. Donc, on ne peut pas faire de la communication en pensant et en travaillant dans un silo. Il faut être capable d'aller au-delà des frontières des départements si on veut bien comprendre les besoins et communiquer de manière efficace et ciblée. La deuxième chose, ça fait un peu partie de cette réflexion aussi, c'est qu'il faut prendre le temps de bien comprendre les besoins et les attentes. Les attentes des gens, les attentes de la stratégie de l'entreprise, les attentes de la société, les attentes du marché, peu importe, ça dépend des objectifs qu'on a, pour vraiment bien comprendre comment la communication d'entreprise peut contribuer à ces besoins et à ces attentes. Pour ensuite justement pouvoir fixer les bons objectifs de communication et définir des mesures de communication qui sont ciblées. Un autre aspect, c'est justement ce 360 degrés que j'ai mentionné avant, que ce n'est pas uniquement top-down, ça se passe à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la direction qui permet de donner cette vision et d'aligner un peu la baseline, l'histoire de base que tout le monde doit comprendre, et aussi après à tous les autres niveaux où les gens peuvent s'identifier, se projeter et prendre ce qu'il y a pour eux dans cette histoire. Donc ce n'est pas uniquement l'équipe de communication. Les gens eux-mêmes doivent jouer ce rôle de communication aussi. Un autre point aussi qui est important, c'est l'authenticité. Parce que si c'est authentique, c'est crédible. Donc pas besoin que ce soit tout le temps trop parfait, trop lisse, ce qui peut paraître parfois un peu suspicieux. Un dernier point qui est plutôt personnel, c'est la naïveté, si on veut. Alors, quand on fait de la communication, on n'a pas besoin d'être l'expert dans tous les domaines. Et pour moi, ça a toujours été important et j'ai remarqué que c'était une force, si on veut, en tout cas que ça m'aide à faire mon job. C'est de garder une certaine naïveté vis-à-vis des différents domaines dans lesquels je travaille, parce que ça me permet de challenger et de poser les bonnes questions, de poser des questions qui seraient entre guillemets stupides, mais qui me permettent de me mettre dans la peau de mon audience en fait. En tout cas, merci beaucoup Michael d'avoir partagé ton expérience et d'avoir pris le temps de raconter toute cette histoire avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin à partager? En gros, un message, c'est qu'il n'y a pas une seule formule magique. Il n'y a pas une seule approche pour une bonne communication. Donc toujours très important de remettre les choses en contexte, de pouvoir adapter son approche et le style de communication. Et ça demande surtout d'être à l'écoute des gens qui seront atteints par cette communication. Donc il faut toujours remettre les gens, l'humain au centre.